Symbole de la fatalité divine et surtout de la fragilité des constructions et des ambitions humaines, les ruines matérialisent la nostalgie d'un temps perçu comme plus doux à vivre. Elles renvoient l'homme à son angoisse du vieillissement. Très tôt, les civilisations ont compris la poésie des ruines, la fascination qui en découle et la nécessité universelle de stopper leur dégradation. Ainsi furent-elles un médium puissant pour l'exaltation romantique. Le charme d'une ruine, écrivit un philosophe allemand, tient à ce qu'elle montre une œuvre humaine en donnant le sentiment de montrer une œuvre de la nature. L'adoration des mages de Sandro Botticelli fut baptisée ironiquement l'adoration des Médicis, compte tenu des personnages qui la composent. C'est un exemple unique de ruine servant d'écrin à la fortune d'une famille. Un siècle et demi avant l'avènement du romantisme, le visionnaire Jacob van Ruysdael peignit les ruines du château médiéval d'Egmond. Les paysagistes qui suivront lui doivent une fière chandelle. Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto, est si fameux pour ses panoramas de Venise que beaucoup ignorent qu'il a peint avec la même maestria les quais de la Tamise ou les ruines antiques de la capitale italienne. Plus encore que Canaletto ou Tiepolo, Hubert Robert fut le maître des Capricci, ces paysages partiellement imaginaires qui mêlaient bâtiments réels et ruines antiques en ouvrant la voie aux romantiques. Romantique dont John Martin fut l'un des plus spectaculaires représentants, avec des toiles inspirées de la Bible. Ses thèmes de prédilection, la destruction de Sodome et Gomorrhe ou la fin du monde, son dernier tableau. Martin fut un précurseur du diorama, ces immenses toiles translucides animées d'éclairages variés qui firent la fortune de leur inventeur Louis Daguerre, auquel ce tableau valut la Légion d'honneur. C'est à Rome que Christopher Eckersberg osa pour la première fois sortir son chevalet en plein air. Si sa peinture peut sembler bien sage, c'est un artiste majeur pour son pays, le père de l'âge d'or danois. On peut voir Lake Castle comme une synthèse du romantisme, vaincu par les forces élémentaires de la nature, le bâtiment construit par l'homme est en décomposition et sa vanité vouée à la damnation. On pourrait en dire autant des ruines du parc de Schönbrunn si elles n'avaient été imaginées ainsi par leur architecte. Mais le manque d'entretien a tant délabré ce beau jardin antique qu'il a été fermé au public. William Turner, le rival de toujours de John Constable, fut le premier performeur de la peinture, retouchant ses tableaux en public. Il ramena d'Italie d'époustouflants paysages à la frontière du fantastique. Caspar David Friedrich est le monstre du romantisme pictural allemand. On peine à le croire au vu de ses œuvres, les ruines y étant omniprésentes, mais il fut l'un des rares à refuser le voyage à Rome. Fasciné par l'atmosphère si particulière des toiles de Friedrich, Karl Hasenflug se fit une spécialité des ruines d'églises ou de couvents en hiver. Pour une raison indéterminée, ces ruines à lui semblent habitées. Ces grandes toiles panoramiques valurent à Frederick Edwin Church d'être appelé aux États-Unis le Michel-Ange du paysage. Ayant rejoint à Rome son compère de l'Hudson River School, Sanford Gifford, ce dernier l'emmena voir Athènes et son Parthénon. Les deux artistes repartirent de Grèce avec la certitude d'avoir vu la plus belle réalisation architecturale du monde. Leurs œuvres témoignent du choc ressenti. Ce peintre pourrait incarner à lui seul la fin de l'âge d'or danois. Si ses premières toiles étonnèrent par leur naturalisme puissant, sa verve se perdit ensuite dans le pastiche romantique, même si on distingue encore ici tout son potentiel. Faut-il à tout prix sauver les ruines? Telle est la question qui se pose à notre époque et que le poète surréaliste Benjamin Péret avait résumée en une opposition entre oubli et mémoire. Elles sont devenues l'objet d'enjeux territoriaux entre civilisations, les unes cherchant à effacer les traces des autres, dans l'hypothétique espoir qu'elles renoncent à leur propre mémoire, ou plutôt de les forcer à oublier qu'elles les ont précédées dans l'histoire.